que c'était une expérience esthétique. Oui, ben forcément, hein, j'ai plein de choses. Avant d'être ethnomusicologue, j'ai fait déjà beaucoup d'autres musiques. Et puis, même avant disons, de m'orienter plus vers la musique, moi, je m'étais orienté vers le théâtre. Donc, mais je sais pas, je pense que ça vient plutôt des expériences esthétiques. Moi, je mettrais ça plutôt aussi, parce que c'est le langage, hein, plutôt de côté de la peinture. Mes parents n'étaient pas collectionneurs, mais ils faisaient partie d'un groupe d'amis autour de quelqu'un qui est le frère Gilles Vallée, qui était aumônier des artistes français, qui est celui qui m'a baptisé, et qui accueillait, soutenait des artistes, peintres, sculpteurs, venus hors de France, beaucoup donc venus du Japon, d'Amérique latine, qui résidaient à Paris. Et donc on vivait dans ce milieu-là. Et je pense que cette fréquentation, c'est les premiers artistes que j'ai fréquentés. Et je pense que le contact esthétique, il s'est fait autant avec les gens que peut-être avec les œuvres. Je vais relater alors l'expérience plus anti-esthétique qui était en me préparant. Donc moi je jouais de la musique chinoise et entre autres hein, à Paris avec un professeur chinois, j'ai commencé à rencontrer des musiciens chinois, ça se passait bien. Et puis j'apprends, donc j'avais fait une demande de bourse pour aller en Chine. J'ai obtenu d'être boursier du gouvernement chinois pour aller étudier là-bas. Et j'apprends que je ne vais pas aller à Pékin comme je rêvais, parce qu'il y avait un conservatoire où il faisait musique traditionnelle vivante et musique ancienne, histoire de la musique depuis les temps archaïques et tout ça. Donc ça m'intéressait beaucoup. J'apprends que je vais être à Shanghai, que je ne connaissais pas, je ne rêvais pas de Shanghai. Donc je vais m'acheter une cassette de musique shanghaïenne et j'écoute ça et j'ai trouvé ça absolument épouvantable. Donc ça c'était vraiment un choc esthétique, c'est-à-dire cette musique-là ne correspondait pas à mon goût. Et honnêtement, je pense que c'est les mêmes pièces, les mêmes instruments, pas la même interprétation, mais c'est la même musique si on veut que ce que j'ai fait entendre aujourd'hui comme étant ce que j'ai pu observer et ce que moi-même personnellement j'apprécie comme étant l'extrême du goût local shanghaïen. Cette musique-là qui est devenue la mienne, celle dans laquelle, avec quelques musiciens de par le monde, quand on se retrouve ensemble et qu'on joue ensemble, on se retrouve chez nous, c'est-à-dire à Shanghai dans la maison de thé, même si on est à Leiden aux Pays-Bas ou à Vancouver, on joue cette musique, on est chez nous, c'est ma musique, je suis dedans, je l'apprécie. Mais le premier choc, il a été vraiment terrible. Une des grandes leçons peut-être à relier avec la familiarité avec les peintres et la peinture, c'est que ça s'apprend. Satie, sans doute. En tout cas, John Cage disait « Si vous n'aimez pas 3 minutes de ma musique, essayez 30 minutes. Si vous n'aimez pas 30 minutes, essayez 3 heures. Et si vous n'aimez pas 3 heures, essayez 3 jours. » Et donc, il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans le goût, qui est l'accoutumance. Je le savais. Et donc, je me suis appliqué à moi-même le remède à l'aide d'un ami qui était au conservatoire de Shanghai avec moi, Tatsuji Ida, japonais, grand sinologue, très très féru de Chine classique, très très calé. Et on avait commencé à apprendre la calligraphie parce que nos profs nous disaient, bon, même si vous faites la musique instrumentale, il s'agit de jouer les notes, de jouer juste, vite, etc. Il faut quand même, vous êtes en Chine, il faut avoir un aspect de musique. C'était la Chine populaire, communiste, mais c'est pas simplement une projection de l'Occident. Eux-mêmes disaient, il y a quelque chose à voir entre la musique
et la calligraphie et la Chine classique, la poésie. Donc les belles calligraphies bien propres, j'appréciais, mais les grandes calligraphies folles, désordonnées, j'appréciais pas du tout. Et donc Tatsuya Ida, il m'a dit, attends, il y a un moyen, tu vas te mettre au-dessus de ton lit, une illustration, et je crois qu'il m'a choisi Songro Itzong, de quelque chose donc le célèbre empereur fou de poésie qui a fait perdre la Chine aux Chinois, et c'est les Khitanes qui ont envahi la Chine. Donc il m'a fait mettre une calligraphie de Songro Itzong, et au bout de quelques mois, je trouvais que vraiment les autres n'avaient pas de goût, c'était fade, tout était minable à côté du grand Songro Itzong. Donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'accoutumance. Ce serait fort prétentieux de dire que je ne le suis pas. Oui, il y a quelque chose de... Et puis il y a quelque chose de la mémoire, la remembrance il y a des musiques de ma jeunesse que c'est d'une bêtise absolue, mais que j'aime, et parce que c'est ma jeunesse, sûrement. Hein, parce que c'est des goûts qui se transmettent pas beaucoup aux autres. Bob Dylan, on continue à l'apprécier. Janis Joplin, moi, elle est un peu plus oubliée, ou elle est folklorisée, alors que non, pour moi, c'était la vérité de la beauté absolue, quoi. Donc, il y a des choses qui sont liées, bien sûr, à l'expérience personnelle, et puis à ce que je sais de la vie des gens, tout ça. J'aimais beaucoup Xenakis, la musique de Xenakis. J'aimais beaucoup le personnage, l'intellectuel, ce que je savais de lui, ce qu'il disait de sa musique. Et puis après, c'est vrai que quand je l'ai rencontré, quand il m'a pris en direction de thèse, sa musique, même celle qu'il avait avant et que je connaissais avant, a pris une autre dimension pour moi, est devenue incorporée, est devenue... Alors, François Bernard Mache aussi, les rencontres personnelles forcément évoluent, mais les discours, il y a quelque chose qui passe par l'admiration du discours. Mais il y a quelque chose qui est pire dans l'effet de la critique, de la belle écriture. C'est peu de gens arrivent à me faire ça, mais celui qui me fait ça vraiment presque à chaque coup, c'est Francis Marmande, qui est écrit dans le journal Le Monde, spécialiste de jazz, spécialiste de flamenco et de tauromachie. Moi, je n'ai aucune affinité avec la tauromachie, avec le jazz, oui, mais avec le tauromachie, mais je lis ces choses, je trouve ça magnifique, je trouve ça formidable. Et je lis ces critiques de jazz, je trouve ça formidable. Et je vais écouter, sauf Miles Davis, je suis déçu. Je me dis, mais c'est formidable, ce type-là, il arrive à entendre des choses. Moi, je pense que c'est le même disque que lui, mais j'arrive pas à entendre la moitié du quart de ce qui, lui, arrive à exprimer. Le flamenco aussi. Le flamenco, il est beaucoup plus beau pour moi, sauf quand je suis vraiment avec les gens, quelquefois. Mais les gens ils en parlent, c'est beaucoup plus beau que ce que moi j'arrive à ressentir. Et j'aime bien ce plaisir-là. Il y a un plaisir d'apprécier le jugement des autres et d'être transformé, moi, ému par le jugement des autres, et qui est pas mal, même si moi je ne suis pas ému par l'œuvre dont ils parlent. Mettons la tauromachie, la mise à mort d'un taureau, ça ne m'émeut pas, mais la façon dont ceux qui croient, ceux qui apprécient en parlent, ça m'émeut. C'est bien aussi, c'est la culture. Pire que ça, oui. Ça fait partie de mon travail de direction artistique, le choix des pièces, les enregistrements, l'instrumentation. Quand je fais des prises de son, quelquefois je suis un pur observateur, quelquefois je suis le preneur de son pour les musiciens, quelquefois le preneur de son pour le producteur, le directeur artistique, mais assez souvent j'agis dedans. Je suis agi et je confronte. Donc, deux éléments par exemple, quand j'ai publié quelque chose que je voulais un monument, un hommage aux musiques rituelles chinoises, la publication d'un enregistrement in situ fait
lors d'un rituel ordinaire qui n'était pas du tout une commande. Moi, j'étais vraiment discret dans un coin d'un rituel chinois dans son intégralité, c'est-à-dire les paroles et les silences, les percussions et ce que eux appellent les chants, compris. Donc la totale durée de avant que ça commence jusqu'à après. Un grand ami à moi qui est Tien Sing, donc maintenant qui a été directeur de l'Institut de recherche musicale, donc un des plus grands musicologues de Chine, le plus grand connaisseur et celui qui a œuvré le plus pour la reconnaissance de la musique bouddhique chinoise en tant que musique et en tant que faisant partie du, entre guillemets, patrimoine chinois. Tien Sing, il m'a dit c'est bien, c'est très bien. Oh là là, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Il m'a dit c'est très bien, mais là t'as pris des vieux, ils n'étaient pas entraînés, on voit qu'ils ne sont pas chauffés la voix, et puis il y en a, voilà. Donc c'est pas possible de faire comme ça. Donc c'est très bien, tu les fais, mais on va faire un disque, et c'est moi qui vais choisir, et les moines, la prise de son, l'emplacement, l'espace, le rendu, de façon à... On va te montrer ce que c'est, parce que si on publie les choses, il faut qu'elles soient... Bon, voilà. Les critères esthétiques que lui a mis en œuvre, il faut que ce soit propre, poli, bien contrôlé, et qu'il n'y ait pas ce flux imperceptible du temps dans un espace. Moi, j'ai respecté l'espace, j'ai donné une vision que je trouve toujours extraordinaire de l'espace avec du près, du lointain, des choses qui sont statiques et qui bougent. Et lui, il a fait que toutes les voix, elles étaient toujours, quoi que ce soit, c'était toujours le même niveau. Il n'y a pas besoin de régler et c'était toujours à 20 cm face micro. Alors que moi, j'avais du dos, j'avais de la face. Donc, il m'a tout rectifié, tout normalisé. C'était beau, facile à entendre, agréable à entendre. Donc là, vraiment, on a eu un conflit esthétique qui ne m'a pas surpris et on est restés très bons amis. Voilà. Il m'a dit, bon, c'est l'esthétique occidentale, c'est toi qui connais, mais voilà la nôtre. Ça, c'est inscrit dans les canons de l'ethnologie. C'est que quand on revient chez soi, dans l'idéal, non seulement si on a... Et c'est presque un test, hein. C'est pas obligatoire, on peut rester le porte-parole de l'autre, mais il y a cette possibilité qui a été incarné par quelques-uns de mes prédécesseurs, de revenir chez soi et de se dire, tiens, c'est bizarre, il y a une altérité, il y a quelque chose. Et ça me l'a fait comme prévu, au retour de mon grand séjour au conservatoire de Shanghai. C'est très classique. C'est une histoire que Jean During raconte aussi sur un musicien persan qui va à l'orchestre occidental. Mais ça m'est arrivé. Moi, je faisais à 6 ans ou 10 ans, j'allais à l'orchestre Colonne. J'ai une éducation classique, bien classique. Et je reviens, j'écoute l'orchestre occidental et je me dis, mais pourquoi, surtout les instruments avant, moi je joue les instruments avant, pourquoi les instrumentistes, ils tiennent la note et ils la bougent pas? Pourquoi, une fois qu'elle est lancée, ils cachent le plus possible quand ils la lancent, et puis après, elle devient droite, elle bouge pas, et puis quand ils refont la même note écrite, ils vont encore la refaire, ou alors ils la font très fort ou très faible. Ça met les nuances au couteau, au lieu de faire vibrer pourquoi il n'y a pas de début et de fin à l'intérieur même du son? Ça m'a fait vraiment cette expérience. Il m'a fallu plusieurs années, et ça m'a quand même dégoûté de l'interprétation, disons, classique, que les musiciens d'ici disent traditionnelle, du symphonique. Plus encore qu'avant, j'apprécie les interprétations baroques, j'apprécie les musiques contemporaines, expérimentales, mais le classique, joué tel, pour moi, ça reste très souvent trop tel que c'est écrit. Et ça, c'est quand même l'expérience de la Chine. C'est dans le programme de l'ethnomusicologie, c'est... moi, mon travail personnel, c'est plutôt de réinsérer les musiques d'ailleurs comme étant des musiques mauvaises ou bonnes, bien faites, mal jouées, comme d'autres. Hein, de normaliser, de rendre moins effrayant le lointain ou moins exotique. D'introduire les musiques d'ailleurs, les musiques traditionnelles d'ici,
dans le champ de la musicologie. C'est plutôt mon travail. Mais en même temps, m'inscrivant socialement, ayant cette fonction d'ethnomusicologue, il y a le programme de musique et société. Donc musique et pensée, musique et philosophie, musique et esthétique. Moi j'évite, hein, je fais pas d'esthétique, je veux pas, je me dis, c'est pas moi de dire des choses. Et ce qu'ils ont le plus beau à dire, ils le disent pas, ils font de la musique et on n'en parle pas. C'est ce que j'apprécie en Chine. Mais de temps en temps, on va se coller à ces choses-là. Et donc, il y a quand même quelque chose. L'ethnomusicologie oblige à un regard global. Socialement, on est attendu comme ça, et entre nous, on se contrôle si on dit oui, mais si tu parles que de la musique, que des notes, et s'il n'y a pas la dimension culturelle, vécue, sensible, ça va pas. Donc, c'est cette exigence de voilà, fait social total dans l'événement musical qui fait que mon métier d'ethnomusicologue va transformer, va m'obliger à aller au-delà de la musique, les musiciens, l'œuvre, et à dire le contexte de vécu, le rapport avec les conceptions même religieuses, comme dit la Constitution française.